est pour moi le vrai problème, mais dorénavant, je ne parlerai plus que de ça, parce que les débats sur la laïcité, j'en ai marre, ça n'apporte rien, ça ne répond pas aux vraies questions. La présence des musulmans en France ne met pas en danger la laïcité, il faut arrêter avec cette chanson-là, avec cette chanson prétexte. Non. Le vrai problème, c'est que des gens sur lesquels nous avons été en situation d'hégémonie pendant toute la période coloniale, chez eux, viennent chez nous prendre la parole et se montrent capables de prendre la parole pour revendiquer à la fois leurs droits en tant que nous leur avons donné ces droits depuis toujours en tant que quoi nous sommes allés les occuper, d'accord? Et ils demandent, et c'est encore plus douloureux, de participer à l'écriture de leur histoire. La montée de l'islamophobie, marquée par son institutionnalisation en Occident et son internationalisation, a des conséquences politiques, sociales, économiques sensibles sur le quotidien des musulmans. À l'occasion du mois de Ramadan, j'ai pris l'initiative de produire une série de podcasts qui s'interrogent sur la place de l'islam dans nos sociétés modernes et sur le champ géopolitique. Le point de départ de cette réflexion est une analyse du phénomène de l'islamophobie avec l'islamologue François Burga. J'espère que ces épisodes vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré. Partagez vos perspectives en commentaire et likez et partagez la vidéo. Si elle vous plaît, votre action a un impact sensible sur l'algorithme YouTube. Si vous écoutez la version audio, sachez que vous pouvez retrouver les vidéos sur mon site kenzavenice.com. François Burga, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour vous parler de ce sujet qui est d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai bien lu votre livre, Comprendre l'islam politique, et qui est vraiment intéressant puisque vous êtes l'un des chercheurs sur l'islam qui avait réellement vécu dans le monde islamique et vous l'avez parcouru de bout en bout, on peut le dire. Dans ce livre, vous décrivez en fait sa diversité et sa complexité. Moi-même, c'est vrai qu'au début, j'ai pas appris beaucoup de choses puisque vous parlez d'Afrique du Nord, mais ensuite, j'ai découvert des choses, des pièces du puzzle qui me manquaient, notamment pour ce qui est du Yémen et de la Syrie. Et puis, il y a plus de franchise que des livres comme celui que j'ai là, qui n'a rien à voir, de Lewis. On peut dire qu'on est vraiment à l'opposé. Celui-là, je l'avais acheté en 2003, je me rappelle. Et là, on se retrouve dans des livres qui sont toujours de chercheurs occidentaux, mais qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Et alors, je ne vais pas le décrire, je vais vous laisser en parler. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la fin et la dernière phrase, qui est le partage, donc, ou la terreur. Et c'est tout le sujet, le fond du sujet d'aujourd'hui. Donc je vous laisse nous présenter votre dispositif analytique sur l'islam politique. Le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, c'est le 4e. À tort ou à raison, je n'ai pas vraiment changé de dispositif analytique depuis le premier. Le premier, le titre n'est pas très important, c'est l'islamisme au Maghreb. C'est le sous-titre qui est important. 2 points, la voie du Sud, pas le chemin, la voie, l'expression du Sud. Donc ma problématique, elle est contenue. Alors après, il y a eu l'islamisme en face, après il y a eu l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, c'est-à-dire que j'ai essayé d'articuler cette flambée de ce passage à l'extrême du début des années 90, du milieu des années 90, et ensuite, donc, dans l'ouvrage que vous avez mentionné, des fois de façon un peu provocatrice, je disais, ça m'ennuyait d'avoir à redire exactement la même chose parce que j'ai pas changé d'avis. Alors, au lieu de le redire, j'ai emprunté un espèce de biais qui est non pas d'expliquer ma thèse, mais d'expliquer pourquoi j'en suis arrivé, pourquoi ce qui a nourri ma connaissance de cette région du monde, grâce bien sûr à ces séjours prolongés que j'ai eu le privilège de faire. Et vous l'avez dit, je pense que c'est ça qui me sépare de la plupart des gens qui parlent de l'islam ou de l'islam politique. Ils ont un petit prisme. Ma sœur a été en vacances en Tunisie et elle a très bien connu le moniteur de plongée. Mais je veux dire, on aura toujours, je caricature bien sûr, mais on aura toujours un prisme, un volet, une strate. Mais il est très difficile de construire un objet analytique qui soit véritablement complet. Alors je vais
je vais atténuer ce diplôme que je viens de m'auto-attribuer, de dire un spectre complet. Non. Très souvent, je me dis, pourquoi tu n'as pas anticipé plus explicitement l'émergence de Daesh? Parce que, bon, un peu comme tout le monde, quand Daesh rentre dans Mossoul en 2014 et qu'une grande partie de la population sunnite non pas se solidarise, mais enfin s'accommode largement de la prise de pouvoir de Daesh, moi, je suis un petit peu sur le bord de la route, j'ai pas anticipé, et je me suis donc auto-analysé, j'ai dit, oui, il me manquait, je n'étais pas partout dans le monde arabe, j'étais presque partout, le seul terrain prolongé qui me manquait, c'était le terrain irakien. Or, c'est dans le terrain irakien, puis syrien, mais avant toute chose dans le terrain irakien que se fabrique cette montée aux extrêmes avec une connotation sectaire, puisque ça, c'est quand même un mouvement sunnite contre l'hégémonie des chiites portés par l'Iran, etc., etc. Donc, voilà, tout ça pour dire que je regrette souvent. Je pouvais pas aller en Irak. Dans le livre, je rappelle qu'il y a une épidémie de choléra qui m'a empêché d'y entrer en 1966, mais je n'y suis retourné qu'en 2010, et donc je n'avais pas la connaissance approfondie de ce qui se passait en Irak. Alors, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'est d'écrémer tout ce que j'avais perçu au cours de ces séjours successifs, donc 7 ans en Algérie, 5 ans en Égypte, puis 6 ans au Yémen, puis 5 ans en Syrie, au Liban, en Jordanie, donc au Proche-Orient, et de faire un tout méthodologique. Alors, le tout méthodologique, comment je peux le résumer? Je pense que on va avancer dans l'entretien. Je vais dire que le comportement des acteurs politiques n'est pas explicable par le lexique qu'ils emploient. Donc c'est pas parce qu'un musulman dit Bismillah avant d'aller au travail le matin qu'on sait ce qu'il va faire. D'accord? On sait ce qu'il va faire en fonction de variables qui sont beaucoup plus complexes. Et ces variables ne sont pas exclusivement idéologiques. Donc moi je vais sortir l'islamisme de la suridéologisation dans lequel le regard occidental le porte. Lewis, what went wrong, c'est inhérent à l'islam, c'est inhérent à la culture de l'autre. Eh ben, si je devais résumer ma démarche, je dirais que moi, j'ai constamment dit attention dans le comportement des acteurs. Il y a peut-être, je le nie pas, on me caricature parfois en disant que j'ignore complètement la dimension religieuse de l'islamisme, certainement pas. Mais je dis attention, si vous voulez comprendre le comportement politique des acteurs musulmans, il faut parler du comportement politique des acteurs non musulmans. Il faut parler de l'environnement des acteurs musulmans, d'accord? Ou même parfois des acteurs musulmans dans des situations de pouvoir. Mais disons ceux qui sont porteurs d'une contestation, on ne se radicalise pas tout seul, on se radicalise contre quelque chose que l'on perçoit comme un dysfonctionnement. Eh bien, toute ma démarche a consisté à dire attention, quand des gens élèvent la voix ou revendiquent contre la Pax Europea ou la Pax Americana, il faut quand même aller voir le substrat de ce que nous imposons à notre environnement, sachant, et j'insiste, j'aggrave mon camp en quelque sorte, que jusqu'à plus ample informé, les Occidentaux sont en situation de domination, d'hégémonie, jusqu'à ce jour. Et donc, ou même si on revient dans le cadre de la seule société française, on peut pas expliquer le comportement de la petite frange de citoyens musulmans qui élèvent une voix protestataire et parfois, mais à un taux de 1 pour 1000 peut être tenté par l'action violente si on ne démonte pas les mécanismes de ce que on va découvrir être une domination d'un groupe sur l'autre. Voilà. Donc je dirais c'est ça en gros. Donc ça m'a amené à dire ça m'a amené bien sûr à réintégrer tout le temps l'histoire longue. Et pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France, tout particulièrement, parce que bon, des fois je suis embêté d'être français, mais d'autres fois je dis non, compte tenu de mon sujet, la France est un archétype. La France, la relation de la France au monde musulman est caricaturale. Donc c'est pas trop grave. Des fois, je fais une conférence à Genève, je dis oh vous savez, vous y perdez pas trop parce que là, ce que je vais vous dire sur la relation des Français, de l'histoire de France au monde musulman est archétypique et c'est mieux peut-être de prendre cet exemple-là. Donc ce que je vais dire en gros, c'est que
le lexique, alors j'ai employé cette notion, j'ai dit le lexique musulman, le fait que les acteurs descendants des peuples colonisés s'expriment avec un lexique qui parfois emprunte à la culture musulmane, ça n'explique pas leur comportement. Avec le lexique musulman, et là les musulmans ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais je veux dire avec le lexique musulman, selon l'interprétation qu'on en fait, on peut faire tout l'inverse et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a des modes d'appropriation en politique de la religion musulmane qui permettent une grande diversité, qui permettent de nourrir la confrontation ou de construire des ponts et des passerelles ou au contraire de creuser des fractures. Voilà, si je devais essayer de m'enfermer dans une définition, et c'est pour ça que la conclusion du livre dit bon, comment on fait pour réparer ça? Ben, je dis, on répartit les ressources au sens le plus large du terme, pas seulement les ressources économiques, on répartit les ressources politiques, symboliques, et par exemple le droit à la parole aux heures de grande écoute, on le répartit un petit peu mieux, et à ce moment-là, si on entre dans une logique de partage, nous allons lutter contre les racines de la fabrique du terrorisme, de la fabrique de la violence aveugle. Voilà à peu près, je crois, la définition de ce que j'ai essayé de faire. Alors le sujet du jour c'est l'islamophobie et on se situe plutôt dans les territoires occidentaux, non pas dans la terre d'islam, comme on dit. Mais en tout cas il faut comprendre ce qui se passe en terre d'islam et la relation entre la terre d'islam et l'Europe pour et comprendre justement cette relation d'hégémonie dont vous avez parlé, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Occident et notamment le phénomène d'islamophobie. Alors est-ce qu'on peut définir le terme d'islamophobie? C'est quoi? Est-ce que c'est seulement la critique de l'islam ou est-ce que c'est réellement du racisme? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter sur les termes et voir ça comme une réalité? Définissons l'islamophobie pour ensuite en débattre plus en détail. Bon, alors je ne suis pas de ceux qui ont investi énormément dans la terminologie. Ce qui compte, c'est de quoi on parle. Quand on parle d'islamophobie, eh bien, on parle de cette tension qui traverse les sociétés occidentales, cette hostilité qui se manifeste de mille et une manières, portée par des registres pseudo-analytiques différents, qui se manifestent à l'égard des musulmans, où qu'ils se trouvent, parce que la dimension internationale, j'essaierai de ne pas oublier de parler du volet international, et de deux façons, mais l'un d'eux est que je vais anticiper, mais il y a 6 mois, il y a un monsieur saoudien qui est venu à Paris et il a dit au président Macron: je vous encourage à lutter contre l'islam politique. Donc il faut bien savoir qu'il existe des titulaires de pouvoir au sud ou dans le monde arabe qui ont adopté ce raccourci de criminaliser leurs concurrents politiques à l'idéologique, en disant je les critique pas parce qu'ils critiquent l'absolutisme de mon pouvoir. Non, non, ils sont des fondamentalistes. Donc l'islamophobie, si vous voulez, en France, je voudrais vous proposer une trilogie, les 3 racines historiques de l'islamophobie. Et elles sont pour moi en ordre d'importance croissante. Le premier, c'est le plus simple à expliquer. C'est ce que j'appelle la rivalité entre des dogmes. La France, effectivement, légitimement, la société française majoritairement se perçoit comme un pays de tradition chrétienne. Eh bien, bien sûr, l'idée qu'un dogme qui n'est pas homemade vient a fortiori sur nos plates-bandes, à l'intérieur du territoire national, concurrencer le dogme bien de chez nous, ça génère une réaction. Il est extrêmement important dans l'histoire de la relation du monde musulman à la France, non, de l'islam à la France, de faire une distinction historique qui est très très importante. L'histoire de la relation de l'islam à la France dans le monde moderne, on va dire post-révolutionnaire, d'accord? Sinon, il faudrait remonter aux croisades. Mais disons que c'était toujours une affaire qui relevait du département du ministère des Affaires étrangères. L'islam était une réalité qui se passait chez les autres. Napoléon arrivait en Égypte, nous arrivions en Algérie, nous arrivions en Tunisie et au Maroc. Donc, le débat sur l'islam n'affectait pas la société française comme un problème interne. D'accord ? Et il faut comprendre que cette problématique va changer, je dirais, après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, sous l'effet double
des premières vagues migratoires significatives des musulmans. Bon, c'est plus nous qui construisons des basiliques sur les hauteurs de la cathédrale, de la capitale algérienne. Ce sont les musulmans qui viennent chez nous désireux de construire, eux aussi, d'affirmer leur présence et leur lieu de culte. Après les 30 Glorieuses. Alors, c'est cette période-là, ou juste avant, parce que c'est la première vague migratoire. Les premières vagues migratoires, il faut se souvenir, il y en a eu une après la Première Guerre mondiale, mais la plupart des gens sont rentrés chez eux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que démarre la seconde vague migratoire significative, qui s'interrompt à peu près avec Giscard d'Estaing au milieu des années 70, d'accord? Eh bien là, la relation de la France à l'islam, bon, dans la logique, la concurrence des dogmes, eh bien, elle est devenue une affaire intérieure. Bon. Deuxième racine historique de l'islamophobie en France, elle est totalement différente. C'est plus du tout une histoire de ma religion, la religion de l'autre fait de l'ombre à ma religion. C'est pas du tout ça. C'est un autre discours complètement, c'est celui de l'héritage révolutionnaire. Nous avons réussi, au terme de la Révolution, à expulser l'Église, mais en fait le religieux de l'espace public. Notre religieux de notre espace public, ben c'est pas le religieux de l'autre qui va revenir, mettre un terme à cette solution que nous avions trouvée. Alors ça, c'est la façade la plus employée de l'islamophobie française. On ne dit pas « abat l'islam », on dit « abat la présence d'une religion, de toutes les religions, dans l'espace public ». Donc chaque fois qu'il y aura une tension, c'est l'argument de la laïcité, de l'expulsion du religieux de l'espace public. Ça, c'est donc ce qui tient l'essentiel, c'est la feuille de vigne devant la troisième cause, à mon sens, devant la troisième racine historique. Et cette troisième historique, elle ne puisse pas, elle ne s'enfonce pas dans l'histoire religieuse de la France, elle ne s'enfonce pas dans l'histoire révolutionnaire de la France, elle s'enfonce dans l'histoire coloniale de la France. Et pour moi, le vrai problème, mais dorénavant, je ne parlerai plus que de ça, parce que les débats sur la laïcité, j'en ai marre, ça n'apporte rien, ça ne répond pas aux vraies questions. La présence des musulmans en France ne met pas en danger la laïcité, il faut arrêter avec cette chanson-là, avec cette chanson prétexte. Non. Le vrai problème, c'est que des gens sur lesquels nous avons été en situation d'hégémonie pendant toute la période coloniale, chez eux, viennent chez nous prendre la parole et se montrent capables de prendre la parole pour revendiquer à la fois leurs droits en tant que nous leur avons donné ces droits depuis toujours, en tant que quoi nous sommes allés les occuper, d'accord? Et ils demandent, et c'est encore plus douloureux, de participer à l'écriture de leur histoire. Donc la conclusion de mes trois racines, c'est que la racine que j'appelle du bon vieux racisme, le refus de voir s'inverser une position dans laquelle nous avions le confort de l'hégémonie coloniale, hein, chez eux, et voir chez nous les sujets de cette hégémonie coloniale vouloir redevenir des acteurs, ça c'est la matrice de mon analyse de ce qui est en train de se passer maintenant. Islamo-gauchisme, islamophobie, il y a une matrice historique commune. Quelle est-elle? Les descendants des peuples colonisés. Alors je ne dis pas que les peuples colonisés n'ont jamais eu d'élite, mais je dirais quantitativement, pas qualitativement parce que ça serait diminuer la valeur des élites anticoloniales, mais disons quantitativement, socialement, linguistiquement, les descendants des peuples colonisés se trouvent désormais en situation de porter dans le débat public leurs revendications citoyennes, et non pas religieuses, leurs revendications citoyennes et leur réclamation de participer à l'écriture de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est le cœur de mon dispositif analytique. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme? C'est l'étiquette qu'on a inventée pour discréditer ceux qui ne rejettent pas, ne criminalisent pas les revendications qui s'expriment de la part des descendants des peuples colonisés. Nuance méthodologique. Dans les peuples colonisés, il y a des peuples de culture musulmane. Au sein de ces peuples d'héritage musulman, pas tous, mais une partie d'entre eux vont faire usage du lexique de ce qui est resté la culture endogène non soumise à l'agression occidentale. Ils vont parler musulman, c'est-à-dire qu'il va y avoir des interactions avec le fond religieux de la culture locale pour interagir avec la culture occidentale dominante. Dans d'autres cas, ne serait-ce que parce que les sociétés subsahéliennes ne sont pas toutes musulmanes, et
il va y avoir la même forme de revendication. Elle ne va pas employer le lexique de la culture musulmane. On pourra pas la combattre au nom de la laïcité, mais on va quand même la combattre. On l'appellera racialiste. Hein. On va donc critiquer les revendications, pour faire simple, qui viennent de l'Afrique noire ou qui viennent des Noirs comme étant des revendications racialistes, et celles qui viennent des descendants des peuples de culture musulmane, on va les appeler des revendications islamistes. Voilà. Et je crois que là, on a bien avancé, mais si vous voulez, voilà ma matrice analytique de la conjoncture que traverse la France actuellement. Ce que je retiens de votre exposé, c'est que, en fait, il y a une problématique de partage à deux niveaux. D'une part, sur le plan des territoires colonisés ou anciennement colonisés, c'est une problématique de partage de ressources avec une hégémonie de l'Occident, et d'autre part, une problématique de partage sur les territoires occidentaux, et c'est une problématique de partage de droits citoyens. Oui, ça désigne bien la matrice du problème qui va créer, qui va nourrir, qui va alimenter la tension, l'incompréhension, au cas échéant la réaction de certains membres de la communauté musulmane. Disons, la matrice de cette tension entre les musulmans et les non-musulmans dans l'espace occidental actuellement, je crois qu'on peut, si j'osais, je vous demanderais bien, pour ne pas, parce que j'ai pas le livre sous les yeux, mais j'aime bien citer, je suis en train de faire un post actuellement, j'ai dit, pour comprendre, alors j'emploie un mot familier un peu agressif, je dis la franchouillardise de Manuel Valls, qui prétend que lui, il défend l'universalisme et que ceux qui le critiquent sont des communautaristes. J'aime bien citer, en fait je l'ai retrouvé, elle est là, la citation de Achille Mbembe, qui est sur la première page de Comprendre l'islam politique. Mbembe, il dit « On ne peut pas s'auto-proclamer universel ». Le problème, c'est que ni l'Europe ni la France ne sont le monde. Le problème, c'est quand l'universalisme se fait ethnique, quand on confond son ethnicité avec l'universel, quand on se prend pour la matrice universelle du monde. Et il poursuit, c'est quand l'identité se conjugue avec le racisme, c'est quand la culture se présente sous les traits d'une essence immuable. Et donc, pour moi, la matrice analytique du dysfonctionnement au niveau intellectuel de la relation des musulmans au monde occidental, ou plutôt du monde occidental au monde musulman actuellement, c'est que, bon, en gros, les Occidentaux n'acceptent, qui ont été dans le confort de l'hégémonie mondiale, tout particulièrement pendant la période coloniale, qui ont eu le vertige de cette sensation d'avoir le monopole de l'universel, Quand je fais l'histoire de la relation du monde occidental ou du monde européen à la culture musulmane, je dis ce qui est arrivé de pire à la culture musulmane. Attention, je vais employer un gros mot, c'est qu'elle a été folklorisée par la culture occidentale. La culture musulmane est devenue une espèce d'accessoire exotique soulignant la centralité, le monopole d'accès de l'universalité de la culture occidentale par rapport à toutes les autres cultures du monde. Les Occidentaux se sont appropriés le monopole d'expression de l'universel. Et alors ça, on peut le traduire de façon très concrète. Il y avait dans le monde de 1935, il y avait la musique, ben c'était la musique européenne. Et puis après, il y avait des musiques sectorielles. Ah oui, il y avait la musique arabe, la musique indienne. Mais la musique, toutes les majuscules, la médecine, l'architecture, tous ces arts écrits sur le mode universel avec une majuscule, ils étaient identifiés à la civilisation occidentale. Eh bien, la civilisation occidentale, les Occidentaux ont un peu de difficulté à admettre qu'ils doivent rentrer dans le rang des tribus de la planète et accepter que l'expression de l'universel puisse se faire avec des systèmes symboliques qui ne sont pas corrélés à la seule culture européenne. Et c'est ça que les Occidentaux ont d'énormes difficultés à comprendre. Et c'est ce que dénonce très bien Mbembe. Il dit aux Occidentaux, vous n'êtes pas l'universel.
Vous y avez contribué, on le reconnaît, vous avez joué votre part, elle est importante, mais vous n'avez pas le monopole d'expression de l'universel. Et lorsque Manuel Valls dit à ces islamistes ou à ces racialistes, vous vous en prenez à l'universalisme, non, ils confondent, ils s'en prennent à la culture européenne au sens le plus strict du terme. Ils s'en prennent à cette obsession franchouillarde de croire que nous avons le monopole d'expression de l'universel. Donc ma première réponse à votre question, c'est de dire oui, les racines de la relation actuellement, de la construction, de la représentation des Occidentaux au reste du monde, c'est cette propension qu'ils ont à croire qu'ils monopolisent l'expression de l'universel. Et après, vous avez dit répartition des ressources ou représentation. Oui, une autre expression du dysfonctionnement de la relation entre les Occidentaux et le monde musulman actuellement, c'est de dire que les mécanismes de la représentation politique ne permettent pas à tout un chacun de participer au dialogue national ou au dialogue mondial avec des chances d'être entendu. Alors on peut prendre de très nombreux exemples, mais on va entrer par une porte qui est le principal dysfonctionnement de la représentation politique des musulmans à l'intérieur de l'ensemble français. On pourrait prendre un exemple au niveau mondial. Mais à l'intérieur de la scène française, comment peut-on illustrer les dysfonctionnements de la représentation des musulmans? Je ne dis pas seulement la représentation politique, la capacité des musulmans à faire entendre leur voix à l'intérieur des institutions politiques, mais non, simplement sur la scène médiatique, on va voir que les Français ont conservé un travers qui est de fabriquer les élites des groupes sur lesquels ils veulent maintenir leur domination. C'est-à-dire d'altérer les mécanismes de représentation des musulmans pour fabriquer des élites musulmanes dont le rôle est de cautionner, de répéter, de s'approprier le discours qui légitime la domination des non-musulmans sur les musulmans, pour parler très très simplement. L'archétype de ce mécanisme, l'archétype du résultat de ce dysfonctionnement, c'est la personne de quelqu'un dont je ne doute pas un instant que vous le connaissiez. Si vous regardez à la télévision le soir ou le matin, vous avez l'imam de Drancy, Hassan Chalroumi, qui s'exprime au nom des musulmans de France. La superficie médiatique, la superficie politique réelle de l'imam Chalroumi est voisine de 0, mais lorsqu'il organise une manifestation au nom des musulmans de France, il y a plus de caméras de télévision que de musulmans. C'est-à-dire il a une capacité de mobilisation 0, il a une capacité de représentation proche de 100%. C'est-à-dire qu'on fait de lui très artificiellement un représentant des musulmans. Eh bien, cette pratique-là qui est particulièrement odieuse parce que dans les modes de domination d'un groupe par un autre, il y a 2 degrés au moins, il y a plus encore, mais il y en a 2 s'agissant de la parole. Il y a « tais-toi, je t'empêche de parler ». J'empêche le groupe dominé de parler. C'est terrible, mais il y a pire. Il y a pire. Pire, c'est « je fais parler quelqu'un en ton nom ». Je fais cautionner ma domination en ton nom par quelqu'un qui a les attributs symboliques de l'appartenance à ton groupe. Et c'est ça le système qu'emploient les Français depuis la période coloniale. Et je n'ai de cesse de rappeler la formule qu'avait employée un intellectuel algérien qui maintenant est très connu, il était moins à l'époque, qui s'appelait Malek Ibn Nabi. Malek Ibn Nabi, en 1958, pour dénoncer les manipulations grossières, les manipulations électorales grossières des Français, s'agissant de la représentation des Français musulmans, des Algériens musulmans en Algérie, avait une formule d'une rare violence. Il avait dit, oui, la méthode des Français, c'est la méthode « ôte ta conscience de là, que j'y mette la mienne ». Ôte ta conscience de là, que j'y mette la mienne, dit Ben Nabi en 1958. En 2021, la représentation médiatique des musulmans de France aux heures de grande écoute est toujours la même. Ôte ta conscience de là, que j'y mette par pantin, par marionnette interposée, la mienne. C'est-à-dire que je fasse dire par quelqu'un qui te ressemble et dit parler en ton nom ce que j'ai envie d'entendre de ta part. Alors ça, moi je l'ai toujours dénoncé. J'ai dit l'une des grandes origines des dysfonctionnements de la relation de la France
avec le monde musulman, c'est que ne s'exprime dans les médias occidentaux que la minorité de ceux qui, dans la langue que l'on comprend, nous disent ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire du mal de 90% de ses compatriotes. Hein, où j'emploie une autre formule. Pour le faire aussi. Et qui sont payés. L'islamophobie est devenue une industrie, on va ça devient une industrie. D'ailleurs, on peut en parler dès maintenant. Du coup, je pense que c'est une bonne transition. L'islamophobie est devenue un business. Oui, mais ça, bon, mais c'est naturel. Si vous voulez faire fortune sur le terrain littéraire en France, vous savez que vous devez casser du barbu. Enfin, l'industrie de casser du barbu est un créneau, est un des passerelles de l'ascenseur social français. Voilà. Une bonne émission sur l'islam est très simple. Vous avez le droit de dire du bien de 95% des musulmans qui sont morts, pourvu que vous disiez du mal de 95% des musulmans qui sont vivants. Voilà, c'est tout. Hein, on a le droit d'aimer l'islam. Oui, bien sûr, l'islam du passé, l'islam des grandes figures, mais on doit se dissocier des forces vives du monde musulman. Et alors, à ce moment-là, on a accès à la parole publique. Alors ça, je pense, c'est très, très, très important devant la commission sénatoriale qui a interrogé 95% des gens qui ne pensent pas comme moi, mais dans laquelle j'avais tout de même trouvé un interstice. J'ai dit, vous savez, résoudre les problèmes des tensions avec le monde musulman. Il y en a qui croient qu'il faudrait repeindre les banlieues en rose, investir des milliards d'euros. Non, il y a des niveaux d'intervention beaucoup plus simples. Rétablissez déjà la légitimité des intervenants musulmans dans l'espace public et vous ferez déjà baisser la pression dans la cocotte minute. Vous rétablirez déjà un peu de la crédibilité des institutions publiques. Et ça, eh bien, on en est très très loin. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas. Ce symbole de l'imam Chalroumi, il n'y a pas que lui, il y a aussi, on aime beaucoup les jeunes musulmanes qui vont reproduire le discours de criminalisation de la culture et de la religion machiste de leur société d'origine. C'est actuellement dans toutes les grandes chaînes d'infos, enfin disons, un musulman en France n'a pas accès au registre oppositionnel. Voilà. Si quelqu'un dit le 10e de ce que moi, François, je suis en train de dire, on lui dira tais-toi intégriste, tais-toi fondamentaliste, tais-toi djihadiste. Voilà. Ce que je dis, moi, ce que j'ai dit dans les minutes écoulées n'a rien de très original. Je sais qu'avec éventuellement d'autres mots, c'est ce que ressentent des millions de Français, notamment de culture musulmane. Mais si eux le disent, eh bien, ils sont immédiatement criminalisés. Donc là, bon, je pense que c'est ça. Bon, l'islamophobie, c'est l'interdiction faite à des Français musulmans de participer à la production de l'universel, chaque fois que ça exige de leur part une posture qui soit autre que de soumission totale à la pensée commune du moment. Voilà, à peu près, une autre façon de dire les choses. Alors, si on revient à ce besoin de dominer, qui est culturel pour ce qui est et politique pour ce qui est de l'homophobie, de l'islamophobie, est-ce qu'il n'est pas lié justement, finalement, à la domination économique? Et donc ça reste un besoin, tant qu'il y a une hégémonie économique sur le monde musulman, il y a un besoin de dominer culturellement. Ce n'est pas résolvable tant qu'il y a une inégalité dans le relationnel économique des deux mondes. Bon, est-ce qu'il y a une variable culturelle, est-ce qu'il y a une variable économique dans les besoins de domination des Occidentaux? À ce moment-là de mon exposé, j'ai besoin de dire attention, cette propension à la domination n'est pas inhérente à la culture occidentale ou à la religion chrétienne. La preuve, on va trouver ces mêmes mécanismes de domination, on va trouver ces mêmes mécanismes de criminalisation de l'islam politique dans des sociétés musulmanes, tout entières musulmanes, c'est-à-dire que, encore une fois, je rappelle cette anecdote que j'ai évoquée tout à l'heure, que le dirigeant de la Ligue islamique mondiale, ex-ministre de la Justice saoudien, est venu à Paris au début de l'année 2020 encourager le président Macron, en quelque sorte, à réprimer les musulmans. Lui, il a dit à lutter contre l'islam politique. Hein. Donc,
les mécanismes d'exclusion à l'idéologique des résistances à un pouvoir donné n'ont rien d'inhérent ni à la civilisation occidentale ni à la civilisation chrétienne. On les retrouve dans le monde tout entier. Simplement, quand on me demande qui porte la responsabilité des dysfonctionnements de la planète, je dis, je les répartis en fonction du pouvoir qu'exerce chaque acteur de la scène mondiale. Et donc, effectivement, pour moi, les Américains ou les Israéliens ou les Européens sont plus responsables que les Saoudiens et les Émiratis. Mais les Saoudiens et les Émiratis, les princes saoudiens et les princes émiratis, reproduisent très très bien, si vous regardez la trajectoire de la politique extérieure des Émiratis depuis 2010, depuis le début des printemps arabes, vous y trouverez absolument tous les ferments du pire de ce qu'a été l'impérialisme français dans la région. La stratégie des Émiratis au Yémen pour s'y constituer un protectorat, l'alliance avec les Saoudiens pour verser du feu sur la braise des mécanismes répressifs en Libye ou en Égypte est la même. Donc attention à ne pas tomber dans ce qui est naturel dans la mesure où ces dirigeants ont été mis en place par les anciennes colonies. Alors on peut dire ça si vous voulez. On peut dire ça si vous voulez. Moi, ce que j'ai voulu dire là maintenant, je m'interdis de donner une interprétation culturaliste. Le problème que je décris n'est pas le problème des Occidentaux, c'est le problème des dominants. Quand on est en situation de domination, on a une tendance à faire un usage excessif de la variable idéologique qui explique la résistance à votre propre pouvoir. Quand quelqu'un résiste à votre propre pouvoir, au lieu d'interroger les mécanismes de votre pouvoir et dire peut-être que je leur marche sur les pieds, peut-être qu'il faudrait que je sois plus poli quand je leur parle, on va avoir tendance à dire ils sont des, et puis on va leur attribuer une idéologie excessive, alors donc à la mode d'aujourd'hui, on dit ce sont des fondamentalistes musulmans. J'aime bien rappeler dans quelles circonstances ce mécanisme de suridéologisation de l'origine des résistances à la paix américaine et à la paix de chacune des enceintes arabes a commencé. J'aime beaucoup rappeler ce moment, à mon sens symboliquement décisif, du congrès de Sharm el-Sheikh contre le terrorisme en 1996 à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire égyptienne. Qui se réunit à Sharm el-Sheikh? Les Russes, les Israéliens, les Américains, tous les dictateurs arabes, Moubarak en tête. Et qu'est-ce qu'ils vont décider, ces gens-là? Ils vont dire, oui, il y a un problème dans la région, il y a un problème dans le monde. C'est pas nos propres autoritarismes, c'est pas les raccourcis que nous prenons avec les droits de nos compatriotes respectifs. C'est pas la violence du conflit israélo-arabe tel que le gère monsieur Netanyahou ou ses prédécesseurs. Non, c'est le fondamentalisme musulman. Et il faut se souvenir du pire de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'une partie des élites politiques et malheureusement une partie des sociétés civiles du monde arabe ont adhéré à ce tour de passe-passe. Et je me souviens de quelqu'un qui s'est trahi depuis, mais qui était à l'époque une grande militante féministe algérienne. Bien sûr, entre-temps, elle est devenue ministre de la Culture de la Junte. Mais une intellectuelle, souvenez-vous, vous connaissez le Maghreb, vous savez que, jusqu'à une date récente, il était quand même pas très courant. Je ne vois pas encore de qui vous parlez, mais... Et je vais vous dire son nom. C'est la ministre de la Culture algérienne jusqu'à une date très très récente. C'est Madame Toumi. Cette dame s'est rendue en Israël en 1995. C'était pas à la mode, c'était pas facile d'aller en Israël en 1995 pour adhérer à cette rhétorique simplificatrice qui consistait à dire nous avons un ennemi commun. Vous les Israéliens, nous les Algériens, vous les Égyptiens, vous les Américains, nous avons un ennemi commun, c'est l'impérialisme, c'est le fondamentalisme musulman. Donc il faut savoir que c'est la rhétorique des dominants qui emploie le raccourci de donner une explication seulement idéologique, seulement unilatérale à l'origine des résistances et des oppositions qu'ils rencontrent. D'accord? Plus vous utilisez la variable, prenons le cas du djihadisme en France. Qu'est-ce qui fabrique des djihadistes? Plus vous dites c'est le Coran, moins vous dites c'est les dysfonctionnements de la représentation politique dans la société française et dans le monde.
plus vous faites de l'idéologie, plus vous faites de la variable idéologique une explication centrale, c'est de la faute du Coran, vous savez très bien, il y a 2-3 sourates en trop, ou alors ils les ont lus à l'envers. Plus vous êtes sur le terrain d'une explication seulement idéologique, moins vous êtes sur le terrain d'une explication politique. Moins vous êtes sur le terrain d'une explication politique, moins vous êtes capable de penser votre propre part de responsabilité dans les dysfonctionnements. Et donc, j'ai pas besoin, moi, d'une variable culturelle. Le mal des Occidentaux, c'est pas d'être des Occidentaux ou d'être des chrétiens culturellement, c'est d'être dans des situations de domination. Dès lors que vous êtes dans une situation de domination, vous n'êtes plus capable de penser la part de responsabilité que vous avez dans le dysfonctionnement dont les éclats de voix vous parviennent inévitablement. Voilà. Alors justement, en parlant de dysfonctionnement, l'ironie de cette variable idéologique et de la idéologisation, que vous me dites, est-ce que finalement elle a un impact sur les mécanismes de fonctionnement de la démocratie occidentale? Et là, je parle notamment des lois qu'on voit aujourd'hui contre une partie des citoyens pour les ostraciser, et au final, on se distance de cet universalisme que l'on prétend défendre. Ah ça ne pose même pas de question. Ça, c'est une réalité qui est amplement démontrée. L'Occident est en train de payer le prix de son repli sur lui-même. Pour conserver la légitimité du monopole d'accès à l'universel, il est en train de se couper, il est en train de se priver de la reconnaissance du droit des autres, et ce faisant, il ruine son système. La loi, moi j'ai écrit il y a déjà 1 an, j'ai dit si le CCIF est dissous, si le collectif contre l'islamophobie en France est dissous, la France sera sortie de l'état de droit. Je pense que la France est sortie, et c'est pas une formule provocatrice, je pense que la France est sortie de l'état de droit le jour où elle a dissous Baraka City, le CCIF, et ce mécanisme est maintenant, alors ça c'est l'actualité, hein, ce mécanisme est engagé en France, je dirais, depuis le mois d'octobre 2020, depuis le jour où le président de la République a réalisé qu'il ne serait pas en 2022 réélu par le centre-gauche qu'il avait élu en 2017, et qu'il fallait qu'il aille chercher des voix à l'extrême droite, et qu'il a commencé avec un immense cynisme à récupérer. Il y avait en France, on en a parlé, il y en a toujours eu, des tensions avec le monde musulman, mais elles étaient cantonnées à certaines sphères de la société française. Il y avait en gros une islamophobie d'extrême droite et puis une islamophobie de droite. Cette islamophobie, je dirais le 2 octobre 2020, est devenue une islamophobie d'État. Et donc la nouveauté en France, depuis octobre 2020, c'est que nous n'avons pas 1 ou 2 forces politiques qui se partagent le domaine de la gestion politicienne de l'hostilité à l'égard du monde musulman. Nous avons une compétition, malheureusement, entre les principales forces politiques, puisque nous avons l'extrême droite. Une institutionnalisation même de l'islamophobie, quelque part. Pardon ? Quelque part, il y a même une institutionnalisation. À partir du moment où l'appareil d'État s'en empare, avant, on avait, je sais pas, des gens qui pouvaient déposer des amendements comme le font LR au Sénat actuellement. C'est un mode d'action. On essaye d'affecter le travail législatif, mais le parti au pouvoir étant hostile à votre démarche, votre tentative d'infléchir la production législative ne va pas fonctionner. Mais maintenant, on a une surenchère entre le parti au pouvoir et les principales forces d'opposition, de l'extrême droite, de la droite, mais malheureusement également de la gauche, puisque le Parti socialiste, l'ex-Parti socialiste, est actuellement aux mains d'une tendance qu'on va appeler valsiste, du nom de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Et Manuel Valls, c'est l'idéologie du printemps républicain. Et en gros, c'est l'idéologie des gens qui étaient à gauche et qui sont passés à l'extrême droite. Tout à l'heure, je vous ai rappelé les racines historiques de l'islamophobie en France.
j'ai dit celle qui sert de cache-sexe, celle qui sert de feuille de vigne pour masquer la nudité du racisme du pouvoir d'État, c'est la laïcité. Hein. Alors la gauche fait un suremploi de la notion de la laïcité. La gauche ne combat pas l'islam, bien sûr, elle défend la laïcité. Eh bien ça a donné l'idéologie du printemps républicain, l'idéologie de la gauche valsiste. Et donc actuellement, on peut dire que, y compris malheureusement le Parti communiste, j'ai entendu encore il y a 2 jours un responsable du Parti communiste qui ne savait même pas le sigle du CCIF, mais qui savait simplement ânonner que le CCIF était contre la République. Tous ceux qui connaissent un tout petit peu le dossier de cette association, qui était précisément l'un des défenseurs de la République en France, puisqu'il crédibilisait des voies de droit pour redonner espoir aux musulmans lésés dans leurs attentes les plus légitimes, quelqu'un qui est capable, depuis un poste politique, de dire le CCIF est contre la République, ça a atteint un tel degré d'indigence intellectuelle, eh bien, malheureusement, le Parti communiste, un petit peu moins que le PS, mais est dans une attitude, on va dire, suiviste sur le terrain de l'islamophobie. Il n'y a qu'un parti où il y a des exceptions solides, notables, mais encore, c'est pas clair du tout dans la tête de son dirigeant Jean-Luc Mélenchon, c'est la France insoumise qui a pris quelques positions courageuses, et puis le nouveau parti anticapitaliste. Mais tout le reste de la scène partisane, on va dire, se tire la bourre, fait de la surenchère pour exploiter ces réticences à l'égard de l'islam et des musulmans. Donc ça a donné des séquences que tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité connaissent, c'est les sorties scolaires, c'est bien sûr les piscines, mais c'est plus récemment les signes religieux, les accompagnatrices bien sûr scolaires, mais on a même vu les signes religieux laisser la place à des marqueurs ethniques ou nationaux, l'interdiction des drapeaux étrangers dans des cérémonies, etc., etc. Donc voilà la situation, c'est que nous ne sommes plus dans une dynamique qui est une dynamique oppositionnelle, nous sommes dans une dynamique qui est acceptée, soutenue par le pouvoir d'État. Alors bon, le pouvoir d'État précédent, le pouvoir du président Hollande, il faut quand même rappeler que le président Hollande, c'est quelqu'un qui avait flirté avec la déchéance de nationalité. Le président Hollande, je ne lui pardonne pas. C'est quand même lui. Il l'a regretté lui-même, quand même. Oui, bien sûr. Il l'a regretté, oui, mais je veux dire. Bon, et c'est lui qui a mis Manuel Valls, le pied à l'étrier à Manuel Valls. Donc, aller chercher des voix dans le caniveau de l'extrême droite, c'est pas le propre d'Emmanuel Macron. Simplement, Emmanuel Macron a franchi la ligne rouge. Il a explicité tout ça et il a mis au pouvoir cette idéologie qui est celle du petit noyau du printemps républicain. Donc il y a assez peu de bonnes nouvelles actuellement en France, si ce n'est peut-être, il faut le dire, que d'un point de vue académique, au sein de l'université, et ça, le débat sur l'islamo-gauchisme dont on va peut-être parler l'a bien montré, les universitaires ne mangent pas de ce pain-là. Une écrasante majorité des universitaires, la conférence des présidents d'université, le CNRS, n'a pas voulu laisser cette dérive de la ministre de la Recherche criminalisant ceux qui refusaient de criminaliser les revendications des descendants des peuples colonisés. Donc c'est le seul bastion actuel qui tient actuellement en France. C'est des petits îlots dans la presse. Il faut non seulement mentionner, mais il faut encourager les gens à soutenir financièrement, même si on n'est pas à 100% d'accord, des revues ou des médias tels que Mediapart ou tels que Politis. Bon, il reste quelques embryons de presse qui ne sont pas dans les 90% ou 95% du reste. Juste un mot sur la presse, vite fait. Le paradoxe de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est toute une partie de l'audiovisuel qui est tombée dans les mains de l'extrême droite avec Bolloré, dont là c'est clair, c'est limpide. Mais ceux qui devraient servir d'antidote, le Nouvel Observateur ou Le Monde, sont eux-mêmes sous dépendance. Une façon ironique de le dire, en personnalisant ma situation, je dis par une certaine partie de la presse d'extrême droite, je vais me faire traiter d'islamo-gauchiste,
mais par une autre partie, le Nouvel Observateur, je vais, si je dis 2 mots de trop, me faire traiter d'antisémite. Hein. Et donc, on a une écrasante majorité du paysage médiatique actuellement qui, sur ces questions-là, de la relation à l'altérité islamique, est complètement sous contrôle de 2 grandes familles idéologiques qui seraient la presse sioniste ou la presse d'extrême droite. Voilà, c'est que des mauvaises nouvelles, à part la bonne tenue des universitaires, dont je m'honore de faire partie, qui résistent un petit peu. Justement, c'est une mauvaise nouvelle donc, pour la démocratie française. Et j'allais vous poser la question de la réaction de la société civile qui a priori, n'en est pas vraiment consciente, à part les universitaires. Le CCIF aurait été une des réponses qui aurait pu conscientiser contre ce mal, mais est-ce que c'est justement pas quelque chose qui communautarise? Donc il y a 2 questions dans ma question. C'est d'une part, où on en est au niveau de la réaction de la société civile pour arrêter en fait cette fuite en avant d'islamophobie qui menace la démocratie française. Et ensuite, en deuxième partie, c'est la nature du CCIF. Quelques musulmans pensent que c'est une association qui finalement peut être contre-productive parce qu'elle communautarise la lutte pour les droits. En une phrase, si les institutions publiques échouent, elles vont générer des attentes communautaristes. C'est-à-dire que si le parti politique auquel vous appartenez, le Parti socialiste, ne vous défend pas en tant que musulman, vous allez inexorablement avoir une certaine propension. Je vais prendre un autre exemple. Il se trouve que, à titre personnel, familialement, je suis rattaché à une ville de Savoie qui s'appelle Albertville, dont on reparle régulièrement. On en a reparlé pour 2 raisons. Il y a quelques mois, je pense que vous avez présent à l'esprit cet épouvantable incident de 4 enfants qui ont été détenus 11 heures, 4 enfants de CM2, 4 enfants de 10 ans, qui ont été arrêtés à 6 heures du matin par des policiers en armes, qui ont été retenus, on va pas dire détenus, mais qui ont été retenus pendant 11 heures, parce qu'ils étaient supposés avoir eu pendant le débat sur l'assassinat de Samuel Paty des propos qui pouvaient laisser penser qu'ils se solidarisaient avec les auteurs des actes, qui s'est avéré complètement faux. Et donc ces enfants, qui étaient des enfants franco-turcs, ont été, et toute la communauté des musulmans d'Albertville franco-turcs a été traumatisée par cet épisode. Il y a 15 jours, on apprend que les franco-turcs d'Albertville souhaitent ouvrir une école hors contrat, musulmane. Ouais, c'est une réaction. Cherchez l'erreur. Est-ce que moi je soutiens des institutions communautaires? Non. Tout le temps, j'ai dit, ne me demandez pas de soutenir un parti politique qui serait un parti politique musulman. Jamais. Je vais considérer que c'est un échec. Je vais considérer que c'est un échec de la représentation, de l'ambition. Je pense pas que ça arrive un jour en France, hein, franchement. Ben, oui, mais ça a déjà... Ben si, justement, fouillez vos archives, vous allez voir que les officines émiraties et d'extrême droite avaient essayé de faire de moi celui qui encourageait les musulmans à former des listes confessionnelles, alors que moi j'ai toujours dit le contraire. Mais il faut bien savoir que la propension des gens au repli communautaire est l'expression du désaveu à l'égard des mécanismes qui ne sont pas communautaires. Donc on ne peut pas à la fois faire ce travail de stigmatisation systématique des musulmans et puis après critiquer le CCIF qui serait une institution communautaire. Alors il se trouve que sur le terrain du CCIF, j'ai le droit de parler en connaissance de cause. J'ai été associé à leur défense dans des affaires judiciaires. J'ai étudié et rencontré et je connais les personnels. Et bien sûr, Marwan Mohammed, dire que le CCIF est une institution qui communautarise, je suis complètement opposé à cette expression-là. Hein. Mais je suis prêt à dire, s'il y a dysfonctionnement, pourquoi vous avez envie de créer une télé communautaire? C'est parce que sur France 2, vous voyez que Charles Roumi. Bon, c'est tout. S'il y a un dysfonctionnement des médias publics, vous allez avoir tendance à vouloir chercher des voies alternatives.
eh bien c'est la même chose sur le plan politique. Je pense pas que ce soit la solution. Et justement, ma question, celle qui venait, c'est quelle est la réponse que devraient avoir les musulmans? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour apaiser les tensions? Et pas seulement c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Bon, j'ai dit souvent, si, il faut pas tomber dans le piège communautaire. Si, j'ai dit, voilà, des musulmans me disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit créer le journal du petit musulman, la télé du petit musulman, la piscine du petit musulman? Je dis non, 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 non. Et j'ai eu une formule provocatrice qui avait beaucoup plu à un musulman britannique à qui j'ai dit, vous devez être partout et meilleur que les autres. Vous devez être partout et meilleur que les autres. C'est-à-dire vous devez être dans toutes les institutions, mais dans tous les clubs de sport. Et évidemment, chaque fois qu'il y a une tentation communautariste, elle est contre-productive. Elle est productive à court terme, elle est contre-productive. Donc vous devez être partout, même si vous n'êtes pas très très bien reçu, et votre présence et votre excellence va inévitablement vous imposer à l'ensemble. Donc pour moi, c'est la ligne de conduite, c'est éviter le repli communautaire, même si tout est fait pour vous y pousser. Même si tout est, c'est ça qu'il faut pas oublier de dire, même si tout est fait pour vous y pousser. Parce que, bon, actuellement, il est difficile de ne pas se sentir stigmatisé. Les musulmans en France qui étaient des musulmans simplement sociologiques, simplement culturels, depuis quelques mois se sentent devenir musulmans. C'est-à-dire que la stigmatisation est tellement forte, pas seulement à l'égard de ceux qui vont 5 fois à la mosquée par jour, elle est forte symboliquement parce que vous pouvez vous-même ne pas porter de hijab, mais avoir une maman qui le porte et ne pas accepter qu'on criminalise sa présence ou sa pratique dans les termes qui sont employés actuellement par les ténors de la classe politique française. Et donc on voit s'opérer un raidissement des musulmans français qui étaient, je dirais, des musulmans sociologiques ou culturels et pas forcément des pratiquants. Pourquoi? Parce que le système qu'a appliqué le discours de l'État français, l'écosystème islamiste, hein, c'est-à-dire le concept qui corrèle les marqueurs de la pratique religieuse régulière au terrorisme. Parce qu'avant, on s'en prenait aux musulmans qui avaient une barbe de 50 cm, qui avaient des expressions de radicalité. Mais maintenant, non. On a englobé à peu près toute la sphère de la pratique religieuse sur ce que les Anglais appellent conveyor belt, hein, le tapis roulant. Si vous avez mis un pied là-dessus, si vous avez des exigences alimentaires halal, si vous faites votre prière, bien sûr, si vous portez le voile, vous êtes inéluctablement dans ce système qui, en dernière instance, va fabriquer du terrorisme. Or, c'est extrêmement dangereux. Je voudrais prendre un dernier exemple. Je pense qu'on doit arriver à la fin, mais je voudrais prendre un dernier exemple le caractère fondamentalement contre-productif de la dissolution du CCIF. La France, dans les années 70-80, elle a été confrontée à un terrorisme d'extrême gauche. Les gens, Action Directe, il s'appelait, ce petit groupe, ils assassinaient des grands patrons parce qu'ils voulaient s'en prendre au capitalisme. D'accord? Bon, imaginez que pour répondre, pour contrer Action Directe, le gouvernement ait dit « Ah, vous, la CGT, ah, vous, la CFDT, ah, vous, FO, vous critiquez aussi les patrons. Donc, objectivement, vous nourrissez le processus qui va déboucher sur l'assassinat des patrons. Donc, on va vous dissoudre. Hein. On aurait ôté aux travailleurs les moyens d'expression pour exprimer légalement leur tension avec leur environnement professionnel. Quand on supprime le CCF, on a fait exactement la même chose. On supprime aux musulmans les moyens d'exprimer sur le plan judiciaire, avec des instruments seulement juridiques, leur tension avec leur environnement national. Et donc on fait le contraire, très exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc je pense que ça, il faut le dire. Et bon, bien sûr, moi, en tant que non-musulman, j'ai plus spontanément envie de diriger les reproches vers l'environnement non-musulman. Ça ne veut pas dire que quand on est musulman, on ne peut pas faire le tour de sa part de responsabilité. Mais
Pour moi, pour l'instant, elle est quand même beaucoup plus significativement du côté de l'environnement d'accueil que de l'environnement de la génération 3e, 4e, 5e génération de Français de confession musulmane. Alors, je reprends votre réponse, hein. Finalement, pour lutter contre l'islamophobie, il suffit d'aspirer à l'excellence. Et j'aime bien cette réponse. Enfin, je voudrais faire une transition pour le prochain épisode qui est radicalisme en miroir. Et je voudrais vous poser une question, parce que je pense que vous êtes la personne qui pourrait vraiment y répondre, sur le salafisme. Aujourd'hui, on dit que le salafisme, c'est le radicalisme dont il faut absolument se distancer. Comment les musulmans peuvent se défendre de cela, sachant que le salafisme, c'est quelque part l'essence de l'islam, quelque part, hein, je dis. Bon, il faut, à des gens de culture chrétienne, il faut prendre des exemples qui leur parlent. Les façons de s'approprier en politique sa religion sont multiples. Donc moi, je vais parler à un catholique, je lui dis, tu sais, en tant que catholique, si demain matin tu dis, moi, je vais devenir chrétien, hein, en politique, ben, tu sais très bien que tu vas regarder autour de toi, au-dessus de toi, et que tu vas trouver 5, 10, 15 façons d'être chrétien en politique. Hein. Et tu peux être, pour faire simple, un moine contemplatif. Tu pries 23 heures sur 24 et tu dors 1 heure. Ou tu peux être un moine guerrier, tu vas partir combattre. Et entre les deux, on sait très bien qu'il pourra y avoir la démocratie chrétienne, on sait très bien qu'il pourra y avoir le mysticisme de type soufi de mon saint patron, saint François d'Assise, qui parlait aux petits oiseaux. On sait très bien qu'il pourra y avoir les juges de l'Inquisition. Hein. On sait très bien qu'il pourra y avoir les Mormons, le respect littéraliste des exigences du dogme religieux. Bon, et dans l'islam, c'est exactement la même chose. Il y a d'innombrables façons de s'approprier en politique la religion musulmane. Ce qu'il faut comprendre, et ce que les Occidentaux ne parviennent pas à comprendre, c'est que le mystère, le mystère qui n'est pas un mystère, c'est pourquoi un jeune, face à toutes les possibilités de s'approprier en politique sa religion, il va aller au rayon radical. Les Occidentaux pensent que c'est à cause d'une des sourates du Coran qui est pas bonne, d'un imam radical qui traînait sur Internet. Et ça, c'est un échec analytique. Non, la réponse c'est un jeune aura tendance à s'approprier la version radicale de son identité religieuse si il vit dans des conditions où il a le sentiment d'être rejeté, d'être incompris, de n'être pas voulu. Et ma phrase de conclusion à moi, je l'emprunte très 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 souvent à un grand poète français qui avait un seul défaut à la naissance, il avait une peau d'Africain, il s'appelait Aimé Césaire. Et Aimé Césaire dit cette phrase qui pour moi résume toute l'analyse du mécanisme de la radicalisation. Il dit attention les amis français, attention les amis parisiens, si vous ne me laissez pas devenir un citoyen à part entière, il y a de fortes chances que je cherche à devenir un citoyen entièrement à part. Voilà. Alors, c'est ça la problématique du salafisme. Non, le respect littéral des prescriptions religieuses ne fabrique pas la violence. Ce qui fabrique la violence, c'est le sentiment d'être rejeté, d'être exclu, d'être nié par l'environnement dans lequel vous êtes. Comme l'environnement dans lequel vous êtes, c'est l'environnement non musulman, c'est naturellement que moi je m'adresse plus spontanément à l'environnement non musulman. Je dis, si vous ne voulez pas de djihadistes, cessez de les fabriquer. Absolument. Merci beaucoup, François Burga, pour cette analyse qui était franchement enrichissante. Merci à vous. Bonsoir.